Les amis, bien le bonjour. Je suis en vacances. Regardez la chemise. Cette chemise-là, elle m'a valu même des commentaires de la part de l'équipage de l'avion dans lequel je suis venu. Ils ont trouvé ça extraordinaire. Ça mettait un petit peu d'ambiance dans l'Airbus. Je suis en Turquie. Et quand nous sommes arrivés, le commandant de bord a annoncé Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir à Antalya. Il est 1 heure du matin. La température est de 30 degrés. Ça fait waouh dans l'avion. Alors voilà. Il est arrivé à 1 heure du matin parce qu'il avait plusieurs heures de retard. Vous savez, quand vous regardez les influenceurs, ils vous parlent de voyage, surtout les influenceuses, ça a l'air d'être un petit peu l'Eldorado, mais il ne faut pas tout croire, hein. Il y a du bon, il y a du moyen et même du très mauvais parfois. Alors, non. Donc je suis en Turquie et c'est là que je réalise que je ne sais pas me reposer. C'est vraiment quelque chose de particulier. Là, je suis en train de découvrir une facette de moi-même. Je réalise que... Vous entendez les cigales? C'est extraordinaire. Il y a les cigales qui chantent. Vraiment, il y a des cigales là dehors qui chantent par millions. On a des oiseaux qui harmonisent le coucher du soleil. Il y a la mer, parfois elle est d'huile, parfois il y a des vagues roulantes. J'ai bu la tasse. J'ai bu la tasse parce que j'essayais de surfer. Enfin, surfer, je veux dire, j'étais à guet, n'est-ce pas? Et puis je guettais les vagues qui arrivaient en succession et je sautais par-dessus les vagues, n'est-ce pas? J'exprimais un certain plaisir à faire cela. Et à un moment donné, j'ai été surpris. Il y a une vague, elle est arrivée, j'ai fait le nécessaire. Et puis après, j'ai inspiré, n'est-ce pas? Et puis j'ai pris la vague suivante en plein poire. Ah, j'ai avalé des grandes quantités d'eau. Enfin, ça va. Tout est bien qui finit bien. Je voulais vous dire que, vous savez, en Turquie, je constate une différence par rapport à ce que nous vivons, par rapport à ce que nous vivons en Occident. Vous savez, au petit déjeuner. Je vous donne juste un exemple tout bête, mais la vie est faite d'exemples tout bêtes. Vous savez, c'est dans les petites choses qu'on voit les différences. Après, les petites choses font les grandes, comme on dit, les ruisseaux font les grandes rivières. Un truc comme ça, à peu près. Euh, vous savez, le matin, à la cuisine, il y a une femme qui grille des saucisses, n'est-ce pas? Et en fait, quand elle enlève la poêle du feu, hein, il y a un feu à gaz, quand elle enlève la poêle du feu, il y a le feu qui remonte à 80 centimètres. Il y a le feu, la flamme, je vous assure, elle dépasse la tête de la dame, n'est-ce pas? C'est du gaz. Okay, ils n'ont pas de problème avec le gaz. Nous, en Angleterre, oui, on n'aura pas de gaz cet hiver, il va falloir prévoir des coupures, des réductions, voilà. L'eau, hein, l'eau. Je vis au Royaume-Uni. Vous savez que c'est probablement, je n'ai pas des statistiques précises, mais si je vous parle en termes de feeling, c'est un des pays les plus pluvieux qui existent ou qui soit. On a de la pluie, on veut tu, on voilà. Notre hiver, c'est... Enfin, notre hiver, on n'en parle même pas, mais notre été, c'est littéralement 3, 4, 5 jours de canicule. Hein. 27 degrés, c'est la canicule. Et puis après, c'est la pluie torrentielle. Au Royaume-Uni, on est en train de nous dire oui, l'eau va interdire l'arrosage des jardins, il n'y aura pas assez d'eau pour tout le monde. Et en fait, je connais l'occidental maintenant, hein, je commence à connaître. Ma facture d'eau, c'est à peu près 250, 300 euros tous les 6 mois. Je connais l'animal. Ce qu'ils vont nous dire, oui, ben, parce que l'eau, elle vient d'Ukraine, vous savez, donc la facture l'année prochaine, parce que les gens ne préservent pas l'eau, il va falloir qu'on monte à 2000, 3000 euros par an la facture d'eau. Je connais la bête. Et on part sur une économie de rareté, crise, taxation, contrôle, passe, augmentation des prix. C'est tout. C'est simple, on connaît la chanson maintenant. On prend le pays le plus pluvieux, on te dit, c'est la sécheresse. Je suis en Turquie. La température, comme je vous disais, à 1 heure du matin, c'est 30 degrés. Là, maintenant, il est 21 heures. Je suis rentré là pour la clim, on va en parler. Parce que j'en pouvais plus, hein. J'allais collapser à un moment donné. Il fait hyper chaud. Ici,
je peux vous montrer tout à l'heure, vers la fin de cette vidéo, je ne sais pas s'ils les ont allumés ou pas encore, mais toute la nuit, il y a des gicleurs partout qui arrosent la pelouse. Même le jour, j'ai vu des canons d'eau qui arrosent partout. On est en Turquie. On est dans un pays extrêmement chaud. Ici, l'été, ça dure des mois. Les températures, on a dépassé les 40 par moment. Ils n'ont pas de problème d'eau. Les magasins sont climatisés. Il y a de la clim, en veux-tu, en voilà. Il n'y a pas la police turque qui viendrait dans les magasins leur dire arrêtez la clim parce que le climat est en train de se réchauffer. Des véhicules, je ne dis pas que c'est une bonne chose. Je vois des voitures, des fois garées, même pas le chauffeur à l'intérieur, le moteur il tourne pour juste assurer la clim. Enfin, ce que font les chauffeurs des ministres français. Mais bon, en France, il faut être un ministre pour accéder à ce genre de choses. En France, au Royaume-Uni, un jour, pour avoir une chasse d'eau, mes amis, pour pouvoir tirer la chasse sur les toilettes, il faut faire partie du 1%. Le problème, c'est que l'Occident est en train de se détruire. Il est dans une logique suicidaire. Macron a annoncé hier, oui, il va falloir que nous acceptions de souffrir pour nos valeurs. Mais quelles valeurs? Mais quelles valeurs? Je veux dire, c'est de la folie. Le mec qui a... Je veux dire, j'ai failli dire, qui a bafoué... excusez-moi, je parle en théorie, je parle pas en pratique, hein, donc vous comprenez ce que je vais dire. Bafouer les... comment on appelle ça? Les valeurs de la République. Pour tenter que cette République ait des valeurs. Elle n'en a pas à la base, fondamentalement, on n'en a pas. Mais admettons qu'elle en ait, juste rentrant dans leur narratif. Le mec, il a organisé, il a structuré, il a importé, il a mis en place la discrimination. Ce mec, aujourd'hui, il est prêt à suicider la France pour une guerre qui n'est même pas la sienne. Je vais dire, au fond, mais qu'est-ce qu'on a à foutre réellement, mais réellement, soyez honnêtes. C'est triste à dire, hein, c'est triste à dire ça, je veux dire c'est triste. Mais dans notre monde, il y a énormément de guerres. Mais il y a des guerres, même ce qu'on appelle des guerres oubliées. Il y a des guerres en veux-tu, en voilà. Il y en a partout. Si chaque fois qu'il y a une guerre, on va se suicider pour, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors pourquoi celle-là? Alors moi je vais vous dire, parce que moi je crois... Vous savez, je connais l'animal au bout d'un moment, hein, tu commences à connaître l'âne. Hein, je veux dire, quand tu le vois, tu sais où il va, parce que c'est pas des... en Occident, vous savez, je vais vous dire la vérité, ceux qui faisaient des conspirations sophistiquées, compliquées, ces gens-là, ils sont plus là. Ils ont pris leur retraite, d'accord? Ils font autre chose. Aujourd'hui, ils sont des grands-parents, ils ont des petits-enfants, ils vont pêcher, n'est-ce pas, ensemble, et tout ça, ils les voient grandir et tout. Voilà, c'est fini ça. Aujourd'hui, on est des amateurs. En termes de conspiration, c'est terminé. La conspiration 5 étoiles, bah, ça, c'est fini ça. Aujourd'hui, c'est question de niveau. Hein. Tu vois, tout se dégrade. Hein. Tout se casse la gueule. Hein. Tout se casse la gueule, tu le sais. Donc, forcément, même le degré, même le niveau de conspiration qui est possible de mettre en place, et je dirais même le niveau de conspiration nécessaire, parce que le but c'est quoi le but d'une conspiration? C'est quand même embobiner la majorité des gens. Si tu arrives à embobiner, allez, 70-80% des gens, c'est bon, ça a marché ton truc. Parce que 100%, tu l'atteindras jamais de toute façon. Il faut l'admettre, hein, 100%, c'est du rêve, c'est du vent, ça. Hein, tu as toujours des tordus. Hein. D'accord? Tu as des tordus comme ça, comme nous, par exemple. Je veux dire, tu peux conspirer autant que tu veux, voilà, ça ne marchera pas. Le truc, c'est que aujourd'hui, le niveau, hein, tu regardes le niveau d'instruction, tu regardes le niveau d'éducation, tu regardes, j'ai vu une radio-trottoir où ils ont montré une carte du monde, hein, sans les noms des pays, à des gens qui portaient le drapeau ukrainien. Ils sont prêts à mourir, ils sont prêts à tout détruire pour ça. Ils ne savent même pas où se trouvait l'Ukraine. Je veux dire, leurs sentiments, leurs pensées, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils croient, est téléguidé par la télé. Il écoute la télé religieusement, puis il va suivre, mais il n'a pas la moindre idée de quoi il parle, le mec. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'il y a plusieurs choses. L'Ukraine n'est pas le vrai but. D'accord? L'Ukraine n'est pas le vrai but. Vous ne pensez pas, sérieusement, qu'un pays comme la France, qu'un pays comme l'Allemagne est en train de détruire sa construction, la construction allemande, depuis la Deuxième Guerre mondiale,
Cette construction qui s'est faite sur la sueur de générations et de générations de travailleurs allemands. Cette construction est en train d'être compromise, est en train d'être détruite pour sauver l'Ukraine. Alors soit, ils veulent nous faire croire, ces élites, qu'ils ont développé une obsession tellement incontrôlable pour ce pays, avec lequel, je dois dire que avant 2022, on n'avait pas d'atome crochu, on n'avait pas de connexion avec, c'est pas un pays dont on entendait parler du tout. La seule chose qui nous est venue de l'Ukraine, c'est Tchernobyl, c'est tout. Voilà. Mais c'est pas un pays avec lequel il y avait des relations diplomatiques et économiques et je sais pas moi, et culturelles, suivies, tout ça. Non. Le pecno moyen, et même le pecno non moyen, hors moyenne, hors catégorie, ils s'en foutaient complètement en 2021. Ils s'en foutaient, ils ne savaient même pas où c'était. Jusqu'à maintenant, ils ne savent pas où c'est. Donc, tout ce merdier qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas pour l'Ukraine. Ce n'est pas possible. Les choses, vous savez, je vais vous dire la vérité. Moi, des fois, j'ai été considéré par certains, par une certaine presse, des médias qui, des fois, viennent me décoder comme ça, machin. J'étais considéré comme conspirationniste. Je peux vous dire aujourd'hui, dans cette vidéo, que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je suis plus orienté par les évidences, par les faits, par les preuves, par ce qui est matériel, par ce qu'on peut vérifier, par ce qui est logique, ce qui se connecte bien, par des modèles. Vous savez, comment il s'appelait là, le gars qui avait écrit le livre sur le temps, tout ça, Hawkins, oui, je crois. Oui, Hawkins. Il a dit qu'un modèle, c'est tout simplement un système qui permet d'agencer ou de synchroniser ou de mettre en harmonie un nombre important d'observations. C'est tout. Voilà. Moi, je crois plus que les choses sont ce qu'elles ont l'air d'être, qu'autre chose. Donc, cette histoire d'Ukraine, je sais que par exemple Macron, une des raisons pour lesquelles il fait tout ce foin, c'est que, il y a un dossier sur lui, il y a un dossier grand comme le bras, n'est-ce pas? Il y a un dossier sur lui, il a été trouvé, entre autres, pas le dossier a été trouvé, une copie a été trouvée chez Trump, quand Trump il y a une descente que le FBI a réalisée chez Trump, ils ont trouvé un dossier sur Macron. Donc, vous imaginez que Trump en a une copie, qu'il y a une copie chez Biden, qu'il y a une copie à la Maison-Blanche pour tout le monde, même les stagiaires. Il y a une copie au FBI, à la CIA, au Pentagone, tout ça. Je veux dire, tous les gens qui comptent dans l'administration américaine, ils ont leur dossier classé par ordre alphabétique. Ça c'est la Belgique, la France, la Suisse, Conseil fédéral. Non, pas celui-là. Macron. Voilà. Sort Macron. Voilà. Je vais dire, le mec... Je me demande, j'ai pas envie d'aller trop dans cette voie-là, parce que si je vais trop dans cette voie-là, j'aurais tendance peut-être à faire passer le message qu'il serait une victime, qui serait soumis à une forme de chantage, n'est-ce pas, il y a du chantage. Le chantage, ça marche en politique, vous savez, c'est une des armes, c'est une des armes très importantes du chantage. Bien sûr, il y a d'autres éléments, il y a des gens qu'on paye, il y a des gens qu'on soudoie, il y a des gens auxquels on donne des choses et d'autres, etc. Mais le chantage fait partie quand même des cartes qui sont couramment et constamment jouées. Ça peut être le chantage à l'indique, ça peut être un petit commissariat d'un arrondissement, d'une belle aide perdue, qui font du chantage à un petit dealer parce qu'une fois ils l'ont chopé la main dans le sac, etc. Ils font du chantage pour qu'il fasse l'indique, mais ça peut aussi fonctionner à niveau d'une administration, d'une ambassade, d'un État, même d'un chef d'État, littéralement. Le chantage a toujours marché. J'avais entendu une époque, alors ça se discute ce que je vais vous dire là, j'avais entendu à l'époque que Bérégovoy, n'est-ce pas, que Bérégovoy était flingué par la CIA parce que la CIA voulait protéger, alors est-ce qu'il voulait protéger Mitterrand ou des gens dans l'entourage de Mitterrand qui faisaient chanter. D'accord? Un truc comme ça. La raison que j'avais entendue, alors je vous le dis comme ça vaut rien ce que je suis en train de vous dire, il faut creuser pour lui donner de la consistance et de la valeur. J'avais entendu à l'époque que la CIA tenait un certain nombre de personnes dans l'entourage Mitterrand, voire même Mitterrand lui-même, les tenait par des informations.
sur de l'armement en Angola et des histoires d'Angola. Il y avait une guerre sanguinaire en Angola, et puis le régime français s'en mettait plein les fouilles, hein. Ils étaient sur le coup. La CIA le savait. Bérégovoy le savait. Lui était un petit peu l'honnête dans l'histoire. La CIA utilisait ces informations pour faire pression sur un certain nombre de personnes. Donc, genre, tu parles, tu agis comme on veut, sinon on révèle. Sinon, on balance ça au canard, on envoie ça un peu n'importe où, et puis voilà. Donc, Bérégovoy, lui, avait ces infos. Et il paraît que Bérégovoy voulait les rendre publics, parce qu'il était, comment dirais-je, son côté, vous savez, sa fibre un petit peu. Il y a des gens honnêtes dans la politique, ça existe, je veux dire, c'est rare, mais ça existe. Donc, le mec, lui, Bérégovoy a été extrêmement affecté par ça. Il ne savait pas pour la CIA et tout ça, mais il voyait ces saloperies qui étaient commises au niveau de l'Angola, trafic d'armes, qui permettait de financer des carrières, financer des partis, des campagnes et tout ça, et il était prêt à cracher le morceau. Le problème, c'est que ça a beaucoup embêté la CIA. Et pourquoi? Parce que ces infos, les infos qui permettent de faire du chantage, eh ben, elles ont une valeur de chantage tant qu'elles ne sont pas sur la voie publique. C'est-à-dire que si Bérégovoy avait sorti ces infos dans le public, alors oui, il aurait brisé des carrières, il aurait déclenché des procès et tout ça, mais au passage, la CIA elle aurait perdu ses moyens de pression, parce que le mec, il aura tout dévoilé. Ça signifie que les dossiers qu'ils avaient préparés sur d'énormément de dignitaires dans le régime français, ces infos auraient valu que rien du tout. C'est bon, jetez-les à la poubelle, parce que tout le monde les connaît maintenant. C'est publié dans les journaux. Donc, la CIA, sachant que M. Bérégovoy avait des inclinaisons à aller déverser un petit peu ces infos, ils ont décidé de protéger les gens qui faisaient chanter. Et donc garder de la valeur à leur info et garder donc leurs moyens de pression et leur laisse, littéralement. Donc il paraît qu'ils étaient impliqués dans sa liquidation. Mais bon, ce que je vous dis là, c'est de la pure spéculation. C'est basé sur des infos qui sont vraiment un fil de cheveux. Moi, je ne suis pas comme les médias mainstream. Je ne vous raconte pas, je ne viens pas avec la vérité. Je viens avec des choses et je vous le dis tout de suite. Ça, c'est douteux. Ça, c'est sujet à caution, creuser. Je ne sais pas, j'ai tort, je peux accepter d'avoir tort. D'accord? C'est un peu la différence entre nous et eux. Eux, ils sont toujours tout le temps dans la certitude, voilà, jamais dans le doute, constamment dans l'erreur. Voilà, revenons. Je dois un petit peu dézoomer. Je reviens à mon histoire. Je vous disais que le chantage est important. Le chantage fait partie classique de la politique. Néanmoins, vous ne me ferez jamais croire que des pays comme la France ou comme l'Allemagne veulent se détruire pour sauver l'Ukraine. Ça n'a aucun sens. Ça ne tient pas. C'est ni logique ni rien du tout. Je veux dire, la Russie aurait envahi la Corse, moi je veux bien. Ou qu'elle aurait envoyé, je sais pas, qu'elle aurait envahi le Finistère, ou je sais pas, elle aurait pris un territoire français. Je veux bien. Que la France s'implique, ou que, je sais pas moi, que la Russie ait envahi Munich ou autre. Que l'Allemagne dise, bon, on ne peut pas sacrifier notre territoire, notre intégrité territoriale, bon, on se comprend. Mais que, je vais dire, la Russie envahisse littéralement 2 provinces russophones de l'Ukraine, mais qu'est-ce qu'on a à foutre? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'accord, les choses sont ce qu'elles ont l'air d'être. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Donc, ça, il faut l'éliminer. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de... Ça ne résiste pas à l'analyse. Vous pouvez tourner le problème comme vous voulez, vous ne trouverez pas d'argument, n'est-ce pas, pouvant justifier le discours sacrificiel des uns et des autres sur ce sujet-là. Ça n'a pas de sens. Ok, donc si ça n'a pas de sens, il y a autre chose derrière. Alors l'autre chose derrière, c'est ce qu'on appelle le dogme climatique. Ça signifie que réellement, si on regarde, et là, je vais vous dire d'où je viens, le raisonnement d'où il vient. Le raisonnement, il vient que cette histoire d'Ukraine, oublions l'Ukraine, Zelensky, tout ça, enlevons tout ça, parce que des fois, vous savez, il y a un certain nombre d'exercices qu'on donne, si vous... on a tous fait des études dans différents sujets et tout ça, et parfois il y a des exercices avec des données pièges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je vous donne un truc tout bête, j'ai un rectangle, et votre but c'est de calculer la superficie du rectangle. Sa longueur est de 4 cm, sa largeur est de 3 cm, mettons il fait 4 cm x 3, sa couleur est verte, n'est-ce pas? Et il fait 1 cm d'épaisseur. Calculer sa surface. Je veux dire,
ce qu'on fait là, la couleur verte par exemple, n'a aucun sens. Ça ne sert à rien, c'est une donnée en trop. Or, malheureusement, quand on cherche à réfléchir sur des questions géostratégiques et autres, il faut faire gaffe aux données en trop. Hein, parce qu'on est submergé de données dont certaines n'ont pas d'importance. Okay. Donc, oublions l'Ukraine, ce n'est pas d'importance, de la poudre aux yeux, comme on dit, okay, pour vous égarer. Si je reviens en arrière, qu'est-ce que je réalise? Je réalise que tout ce qu'ils veulent obtenir aujourd'hui en Europe en 2022, ben, le projet date bien avant l'Ukraine. Ben, ça fait des années et des années qu'ils font des salamalek à une adolescente suédoise, lui promettant de rendre l'énergie inaccessible. Ils nous promettent de désindustrialiser, qu'il faut sacrifier, qu'il faut sauver le climat, qu'il faut détruire un certain nombre d'acquis sociaux, tout ça. C'est ce qu'ils nous promettent, en réalité. Sur la base climatique depuis des années. Donc aujourd'hui, c'est le même discours, mais avec un habillage jaune et bleu. Mais au fond, ça ne change rien, c'est la même histoire. Donc, l'idée, au fond, c'est le dogme climatique. Ils se disent, là, maintenant, on y va, on fonce. L'histoire du Covid, ces 2-3 dernières années, c'était un test, malheureusement, je crois. C'était un test d'obéissance, un test pour savoir jusqu'où ils peuvent aller. Il faut savoir, en France, par exemple, c'était un pays où tu avais une réformette. Tu avais une réformette des retraites, une réformette du Code du travail. Tu avais tout le monde dehors. Tu avais des grèves générales, tu avais des machins. C'était un pays qui était considéré, d'ailleurs en partie à juste titre, ingouvernable. D'accord? Parce que les Français ont toujours été pour le changement en général, mais contre le changement en particulier. Donc chaque fois qu'il y avait un changement en particulier, bon, ils étaient tous dehors. Il y avait un esprit révolutionnaire. Là, pendant 2 ans, ils ont été tétanisés. On a fait 2, mais alors, c'est pas possible. C'est ce qu'on leur a fait. La bouche ouverte, les gens. Et ils ont continué. Donc ils ont failli. D'accord? Donc le fait qu'ils ont failli, ça montre quoi aujourd'hui? Ça a montré à ces gens de la secte apocalyptique qui font des promesses apocalyptiques, glaciation, réchauffement, refroidissement, pluie acide, des pays qui vont disparaître, des machins, tout ça. Aujourd'hui, la secte, réellement, réalise qu'elle peut atteindre ses objectifs. Donc réellement, on est dans cette logique-là. Maintenant, je vais vous dire la vérité, parce que le problème, c'est que les choses ne sont pas si simples. Les choses ne s'emboîtent pas simplement que ça. On a dit que l'Ukraine, c'était juste un pare-feu, c'était une sorte de paravent, c'était de la poudre aux yeux pour cacher le projet climatique. Le projet climatique, vous pensez quoi? Vous pensez qu'ils y croient? Mais ils n'y croient pas du tout. Regardez, les mecs, ils volent un jet privé, les mecs, ils achètent des îles et ils payent des millions et des millions pour acheter des îles ou des maisons au bord de la mer, alors qu'ils disent que la mer va monter et que tout sera inondé. Vous pensez qu'ils y croient, au climat? Non, pas du tout, ils n'y croient pas. Le climat lui-même est encore de la poudre aux yeux pour autre chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est, malgré ce que j'ai dit, nonobstant ce que j'ai dit précédemment, sur le fait qu'au niveau de conspiration, on est vraiment à une étoile, hein, on est au b.a.-ba. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ils sont capables de prendre d'ourdir des conspirations extrêmement médiocres, sauf qu'ils sont capables de les agencer les unes derrière les autres et les emboîter de manière opportune, de sorte que ça crée plusieurs niveaux d'abstraction. D'accord? Parce qu'en réalité, le réchauffisme, c'est quoi? Ce qu'on appelle le réchauffisme ou le changisme, ou ce que vous voulez. En réalité, c'est une expression, peut-être avec une solution finale, je dirais, de la lutte des classes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a, on a une classe supérieure qui considère que nous sommes trop nombreux. Qui considère que, nous sommes trop nombreux. Trop nombreux parce que, regardez, l'argent peut tout leur acheter. Tout, l'argent peut tout acheter. D'accord? Aujourd'hui, il y a une chose que l'argent ne t'achète pas. Honnêtement, soyez honnête. Il y a une chose que l'argent ne t'achète pas. Okay? Je te donne autant d'argent que tu veux. Imagine que tu as une Ferrari, par exemple. Ferrari, les sièges, rien que les sièges ont coûté, par exemple, 1 million d'euros. Tu les avais fabriqués en cuir de bêtes rares, collectées à travers le monde,
fait à la main par le plus grand couturier que tu puisses imaginer et tout ça. Imagine que, je sais pas moi, que même la carrosserie est en or 24 carats. Imagine. D'accord. Il y a des gens qui ont cet argent-là aujourd'hui. Il y a un truc qu'ils ne peuvent pas acheter. C'est l'espace. Ils trouvent que nous grouillons, nous sommes partout. D'accord? Parce qu'avec ta Ferrari à, je sais pas moi, imagine qu'elle t'a coûté 5 millions d'euros, hein, quand tu es coincé sur le périph', okay, derrière un Renault Espace, okay, tu réalises quoi? Tu réalises trop de monde. C'est ça le problème, trop de monde. Ils veulent le vide. Tu peux avoir un jet privé, mais le jet privé, il sert à quoi le jet privé si tu dois t'aligner pour atterrir derrière un EasyJet et un Ryanair et tout ça, ou tu dois faire un circuit d'attente parce que, voilà, ou tu te gardes, tu arrives dans l'aéroport, puis ils te disent oui, on attend encore un slot qui va se libérer et tout ça. Tu fais quoi? D'accord? C'est un truc. Ils veulent du vide. Donc, ils veulent du vide, un petit peu, façon Rwanda. Dans le Rwanda. Tu te rappelles Rwanda, ce qui s'est passé, les années 80, 90, qu'est-ce qui s'est passé? Et ailleurs, ça s'est passé, ça. Mais, sans effusion de sang, on peut le faire. C'est-à-dire que réellement, quand on a une catégorie de gens qui veut faire disparaître d'autres, on n'est pas obligé de les faire disparaître physiquement. Mais elle peut vider leur vie de son sens. Ça signifie, je te verrai plus, tu n'existeras pas. Pour moi, c'est comme si tu étais mort. D'accord? C'est comme si tu étais mort. Tu respireras l'air. Mais surtout le reste, tu es mort. D'accord? En pratique, on peut te considérer comme mort. Tu ne pourras pas sortir, tu ne pourras pas te déplacer, on ne te verra pas, on ne te croisera pas dans la rue. Tu resteras autour de chez toi, tu resteras dans ton domicile, tu n'accéderas à rien. Toutes les ressources seront pour nous. D'accord? On mettra des barres d'accès avec de l'argent. Et l'argent, eux, ils l'ont. Et ils l'ont. Ils en ont beaucoup, des masses. Donc eux, ils n'ont pas de problème. Quand ils créent une barrière d'accès, hein, si un jour, par exemple, tirer la chasse coûte 50 €, ben, c'est pas un problème. Hein. C'est pas un problème, ils rempliront toujours leur piscine. Hein. Il n'y aura pas de souci. D'accord? C'est comme les yachts, par exemple. Quand monsieur machin, on lui interdit d'arroser ses tomates qu'il va les voir crever, n'est-ce pas? Ben, les yachts dans la marina, lui, ben, on peut toujours le laver, hein, d'accord? Parce que lui, il appartient, d'accord? Ils sont au-dessus. C'est pour ça que, quelque part, ils sont au-dessus et ils considèrent que nous, la masse, ben, on est en train de détruire. Pas comme en train de détruire la Terre, et puis ils s'en foutent, c'est pas ça leur problème. Si sincèrement, ces élites donneuses de leçons pensaient vraiment que, par exemple, les émissions d'un avion détruisent la Terre, ils ne seraient pas venus par milliers à Glasgow et ailleurs en jet privé, d'accord? L'autre jour, sur Twitter, il y a un pilote, et il dit qu'ils ont transporté une péripatéticienne du Japon vers les États-Unis. L'avion était en Europe. Ils ont dû partir à 2 équipages, partir au Japon, aller la prendre du Japon, la déposer aux États-Unis, revenir 27 heures de vol, là, pour une péripatéticienne. Et encore, tu veux savoir quoi? Il y a des fois des jets privés qui volent même pas avec la péripatéticienne. Il y a des fois des jets privés, ils volent avec un téléphone portable oublié, ils volent avec une paire de chaussures, un cadeau, une paire de chaussures rares, avec un gâteau, avec une caisse de vin, n'est-ce pas? Voilà. Okay, c'est ça. Ils ne pensent pas, ces gens-là. Ils ne pensent pas sincèrement et vraiment que ça détruit la Terre. Non, parce que sinon, ils auraient arrêté ça. Donc là, ils ne le pensent pas. Mais ils pensent que nous grouillons. Nous sommes nombreux, on grouille. Voilà, on grouille. Qui grouille, hein, qui grouille. D'accord? Ce terme, on ne l'utilise pas pour des humains d'habitude. Tu utilises pourquoi? Ok? Ça te donne une idée comment ils nous voient. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est créer un monde. D'accord? Et quand je dis un monde, je parle de qui? Hein, honnêtement, un monde. Hein, c'est comme la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Mondial. Les Occidentaux, dès qu'ils se tapent sur la gueule, ils appellent ça mondial. Hein. C'est pas mondial, hein, vraiment. Hein. Parce qu'eux, ils s'appellent le monde en réalité. Les autres n'existent pas. Ok? Quoique, bon, nous en Algérie, on a eu un débarquement, on a entendu tirer, tout ça, mais bon, tu peux pas dire que vraiment c'était la Deuxième Guerre mondiale en Algérie, par exemple. Donc, ce qui va se passer aujourd'hui, regardez, je suis en Turquie. Ils ont de l'abondance. Ces peuples-là veulent vivre, d'accord? Ils veulent se construire, ils veulent avancer, d'accord? Ils veulent rattraper
un retard perçu sur les cycles économiques, un retard perçu sur le développement, rattraper peut-être une frustration. Ils ont eu des années, ils ont eu quelques décennies où des fois, par accident de l'histoire, ils n'ont pas été assez dans leur perception, je ne dis pas que c'est vrai, ils ont été peut-être pas assez créatifs, ils ont peut-être raté certaines phases du développement dans leur sens. Et aujourd'hui, ils sont là pour les rattraper. Donc on sent que c'est des peuples qui veulent vivre, qui veulent conquérir la vie, mordre la vie. Et ceci se fait entre autres par l'abondance matérielle, pour s'assurer. Donc ils investissent pour essayer d'assurer à tout le monde un maximum de confort et un maximum de potentiel de vivre sa vie. Là où en Occident, on est dans la déconstruction. D'accord ? Tu vas au Royaume-Uni par exemple, le gaz, il n'y a pas, le carburant c'est 2 € le litre, l'eau, il n'y a pas, il n'y a rien quoi. Hein, y a rien. On va juste crever la bouche ouverte comme ça en voulant sauver Gaïa. Okay, en réalité, ce n'est pas qu'on veut sauver Gaïa. En réalité, comme je vous l'ai dit, hein, même l'histoire de sauver Gaïa, ce n'est pas vrai. C'est juste pour que on disparaisse, qu'on réduise nos déplacements, qu'on réduise nos mouvements, qu'on réduise notre présence, et puis qu'on disparaisse gentiment de leur vue. Comme ça que eux, le jour où le carburant sera 10 € le litre ou 15 € le litre, t'inquiète pas, hein, leurs enfants, leurs adolescents iront faire de la course avec des voitures de sport dans les autoroutes vides. Et puis nous, les gueux, hein, on ira comme ça derrière le grillage avec nos enfants, puis on va dire, t'as vu, ça c'est une voiture. À une époque, on en avait tous, hein, tu vois. C'est ça en fait. Hein. C'est simple, hein, ce qu'ils sont en train de faire. Et honnêtement, ça commence à devenir extrêmement dégoûtant tout ça. Hein. Ça commence à devenir un petit peu casse-pied, hein, vraiment. Enfin, d'autant plus que ça suit une déconstruction en Occident, de tout. Déconstruction de l'instruction, d'accord ? Déconstruction de l'école, des services de l'État, d'autres services, des services régaliens, n'est-ce pas ? L'insécurité, c'est quoi l'insécurité en France ? C'est quoi ? Parce que c'est l'absence de services régaliens de l'État. Destruction de l'école, destruction de la culture, destruction... Mais là où tu touches, là où tu regardes, c'est pas par hasard, c'est pas un accident. D'accord ? Regarde juste le cinéma d'aujourd'hui. Regarde le cinéma français d'aujourd'hui et compare. Moi, j'adore le cinéma français. J'ai une médiathèque immense. Mais si je te fais un histogramme des films, tu verras que la majorité ils sont dans les années 60, 70, 80, ça commence à baisser brutalement. Et après les années 80, ça devient un petit peu... Ça devient assez anecdotique. D'accord ? Voilà. C'est tous les niveaux. Même la personne, on l'a déconstruit. Des gens, il y a des jeunes, ils ne savent même pas s'ils sont un homme ou une femme. Il y a des jeunes, ils ne savent même pas ce que c'est qu'une femme, ou ce que c'est qu'un homme, ou ce que c'est qu'une maman, ce que c'est qu'un papa. Il y a un véritable projet de destruction spirituelle. Il y a des églises vides, et souvent elles sont vides par accident ou par injustice. Elles sont vides parce qu'elles méritent d'être vides. Parce qu'elles sont sous la coupe des fois de Satan, littéralement. Certaines églises. Et elles méritent d'être vides. Et je préfère les voir vides. Donc je veux dire, à tous les niveaux. D'accord ? Ça devient... Ouais. Au bout d'un moment, c'est plus un accident, tu comprends ? C'est plus vraiment un accident. Voilà. Bon, je vais arrêter là. D'accord ? Je vais arrêter là. Mais... cette folie destructrice, elle est inspirée par une parole de mort hein, en Occident. Vraiment, une parole de mort. Et profondément, il y a un culte de la mort. C'est assez impressionnant. Quoi. Je vais te montrer les louanges pour te dire. Hein. Je ne sais pas s'ils ont démarré le machin. Ah, je suis assis depuis... Alors j'ai un projet, alors je vais te dire, j'ai un projet, peut-être pas, je ne sais pas si je vais le réaliser ou pas. J'ai appris, durant ma présence ici, qu'il y a un sous-marin, c'est pas parce qu'il est sous l'eau que c'est un sous-marin, quoi. Un navire, il s'appelle le Saint-Didier, un navire français, qui a coulé, il a été coulé par les Anglais, en 1941, au large d'Antalya, causant des morts et tout, il paraît que partie des gens ont survécu. Des militaires français sont morts, ils étaient partis de Salonique, semble-t-il, et puis ils givent au large d'Antalya,
35 mètres de profondeur à peu près. Donc j'essaye d'aller voir, j'essaye d'aller sur site, il n'y a même pas de page Wikipédia pour cette tragédie oubliée. Donc j'essaye d'aller explorer, n'est-ce pas. Ça va me sortir un peu de ma zone de confort, hein. J'ai pratiquement aucune expérience de plongée en mer, donc ça va être un peu particulier. Mais si j'arrive à faire cette plongée-là, ça dépendra de la météo, ça dépendra des courants, de beaucoup de choses. Hein. Si j'arrive à la faire, je vous ferai un petit reportage façon commandant Cousteau, quoi. J'essaierai de filmer un petit peu, et puis on verra, quoi. D'accord. Attendez, je vais vous montrer le machin. Je vais vous montrer. Ah bah voilà. Regardez. Bah vous voyez rien, hein. Subséquemment, vous voyez rien parce que tout simplement, vous voyez rien parce que c'est comment dirais-je, il fait nuit. Alors la température, là soudainement, je suis sorti. La température est montée assez brutalement. Je suis dans une sorte, c'est un endroit très sympa avec beaucoup de des petites maisons là. C'est alors, je l'entends là. Attendez, je vais essayer de le trouver. Voilà, je vais vous montrer. Hein. Nous, au Royaume-Uni, on n'a pas le droit d'arroser les pelouses. Hein. Dans le pays le plus pluvieux de la Terre. Vous voyez ça? Il y a un autre un peu plus loin, je peux vous montrer. Il y a un autre un peu plus loin. D'accord? Et il y en a d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Il y en a plein, regardez. Regardez. En Turquie, d'accord? En Turquie, ils ont un été interminable, 40 degrés à l'ombre le jour, zéro chance de pluie, d'accord? On est en train de nous emmener vers une économie de rareté organisée, mes amis. Vous devrez supplier, même avec ton fric, tu dois supplier pour qu'on te serve. Tu dois connaître quelqu'un pour qu'on te donne un pain, en plus de payer, tu vois. Ou bien que tu dois peut-être payer par argent, puis payer peut-être autre chose, hein, encore. Comme un peu dans les pays qui ont été gangrénés par le communisme et le socialisme et tout ça, pourri et triomphant, vous savez. Ils sont en train de prendre les saloperies de plusieurs systèmes en réalité. C'est plusieurs systèmes qui sont en train d'agencer l'un derrière l'autre, hein, d'accord. Ils sont en train de prendre le pire de chaque système et ils veulent l'implémenter en un système globalisé. Enfin, globalisé, on se comprend, hein, globalisé. T'as l'Europe centrale et de l'Ouest, Canada, États-Unis, quelques pays suiveurs. Hein, voilà, c'est tout. Hein. Ok, je vous laisse mes amis, et puis je vous parle du Saint-Didier, j'espère, plus en détail si j'arrive à réaliser cette plongée d'exploration. À bientôt mes amis.